Cet épisode de Pop Sinoche vous est présenté par Amazon Music. Profitez de 3 mois gratuits pour écouter la bande-son de vos films préférés. Lien de l'offre dans la description de l'émission. Bienvenue chers amis. Nous sommes particulièrement heureux car figurez-vous que nous avons été invités par le maître des lieux, chez lui, par Jean-Claude Carrière, l'immense auteur scénariste du cinéma français, à survoler aujourd'hui sa carrière puisque la Cinémathèque française va lui rendre un très bel hommage, une très belle rétrospective. C'était évidemment l'occasion rêvée de survoler la carrière de Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude Carrière. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bon, vous me pardonnerez ce lamentable jeu de mots sur la carrière de Jean-Claude. Ce n'est pas la première fois. Et vous me pardonnerez mes lunettes de soleil, qui ne sont pas du tout pour me donner un genre, mais c'est parce que, regardez. Ah oui, d'accord. Je suis Rocky Balboa au 8e round. J'ai voulu défier une grosse porte en chêne massif. Et c'est elle qui a gagné. Et c'est elle qui a gagné le match. Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir, Jean-Claude. C'est avec plaisir. Et on va survoler cette vie et ce parcours extraordinaire. Et moi je me disais que pour un homme qui avait pour bagage une licence de lettres et une maîtrise d'histoire, il était normal de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais à arriver jusqu'au cinéma, est-ce que c'était si logique que ça? Je vais vous dire comment tout a commencé. J'avais publié un roman ou deux chez Robert Laffont, qui avait un contrat avec Lati pour tirer des livres de mon oncle et des vacances de Monsieur Hulot. Ah oui, des sortes de novélisations. Oui, de novélisation, j'ai commencé comme ça. D'accord. Alors, Laffont me demande si ça m'intéresse, j'ai bien sûr. Alors, je fais un chapitre des vacances de Monsieur Hulot et je suis choisi. J'arrive chez Tati. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous savez du cinéma? Je dis, je vais à la Cinémathèque 3 fois par semaine, j'ai vu tout. Non mais, comment vous savez de comment on fait un film? Je dis, je sais pas grand-chose. Il a appelé sa monteuse, et il a dit, amenez ce jeune homme chez vous et montrez-lui ce qu'est le cinéma. Ah oui. Et j'ai noté une phrase de vous qui m'a toujours beaucoup impressionné et intéressé quand vous dites « le comique et particulièrement le burlesque sont finalement très proches du surréalisme ». Oui, mais écoutez, même chronologiquement, les 20 années où le surréalisme a été vraiment actif, c'est les années 20. Et c'est les grandes années du cinéma burlesque américain. C'est l'année de Buster Keaton, etc., de Harold Lloyd, de Mack Sennett, c'est ça, c'est les années 20. Il ne faut pas oublier que dans le premier numéro de la Révolution surréaliste, la grande revue surréaliste, il y a une photo de Buster Keaton. Ah oui. Oui. Et que Buñuel a écrit un article sur Buster Keaton, qui commençait par « Les films de Buster Keaton sont beaux comme des salles de bain ». On était dans le ton. Eh bien, écoutez, oui. Alors, justement, ça nous fait une transition toute trouvée, un lien direct avec l'un des hommes les plus importants de votre vie, Louis Buñuel, bien sûr, puisqu'on parle de surréalisme. Alors, vous êtes quand même tout jeune avant de commencer le journal d'une femme de chambre. Louis Buñuel, je le rencontre en 63, donc au festival de Cannes, et où on m'avait envoyé comme ça, parce que Buñuel cherchait un scénariste français pour le journal d'une femme de chambre, connaissant la province française. Ah oui. La rencontre a été décisive. Et il m'a dit, première question, est-ce que vous buvez du vin? Je lui ai dit, non seulement je bois du vin, mais j'en produis, je suis d'une famille de vignerons. Bon, garçon, 2 bouteilles. Ça, immédiatement, rompu toute espèce, et on a commencé à parler du film. Et comme ça, pendant tout le repas, une partie de l'après-midi, je reprenais l'avion le soir. 3 jours après, j'apprenais que je partais à Madrid pour travailler avec lui. Ça, c'était... Et on a travaillé 19 ans ensemble. Ouais, alors, on va rester un petit peu sur cette collaboration qui démarre par l'adaptation d'Octave Mirbeau. C'était aussi votre première adaptation d'un grand auteur. Oui, absolument. Oui, c'était la première fois. Et ensuite est venue toute la série, alors Belle de jour, La Voie lactée, Le charme discret de la bourgeoisie,
Le Fantôme de la Liberté, qui est le film que nous préférons, lui et moi, etc. Et c'est Obscur-Roger. C'était la décade prodigieuse. Enfin, la décade, c'est plus... Mais Jean-Claude, dites-nous, parce que ça, on a tous envie de savoir quand on aime le cinéma, comment on travaille avec Buñuel, comment s'organise le travail, comment viennent les idées. C'est très simple. On est dans ma chambre, toujours, jamais dans la sienne, face à face, une table, et on échange des idées. Il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, Il faut au début apprendre à dire non à Buñuel. Ça a été le plus difficile. Et Silberman est venu faire un voyage à Madrid pour lui dire il est très content de vous, il trouve que bon... Mais de temps en temps, il faut lui dire non. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, je ne suis pas un secrétaire, je suis un collaborateur. Il faut se faire respecter aussi un peu quand même. Il faut pouvoir lui dire non, ça non. Et finalement, on s'est donné un droit de veto l'un sur l'autre. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, Jean-Claude, justement du Fantôme de la Liberté? Oui, alors, dans le Fantôme de la Liberté, il y a une scène que nous adorons, qui est la petite fille perdue et pas perdue. Ça, c'est une chose que quand nous avons trouvé ça, une petite fille, tiens, elle n'est plus à l'école alors qu'elle est là, mais je suis là. Personne ne veut la voir. Alors on l'amène au commissariat de police, qui était Pieplu, était un magnifique commissaire de police, avec ses parents et tout. Et elle est là. On a perdu l'autre fille, on ne sait pas où elle est. Mais maman, tais-toi. Alors, vous êtes monsieur Legendre? Oui, monsieur le commissaire, et je vous remercie de nous recevoir aussi vite. Du tout. Que puis-je faire pour vous? Notre petite fille a disparu. Quand? Il y a à peine une heure, en arrivant à l'école. La nurse l'a accompagnée comme tous les jours, et quand l'institutrice a compté les élèves, elle était là. On a fouillé toute l'école, mais bien entendu, on ne l'a pas trouvée. et Pieplu qui dit à un moment donné, c'est elle? Hein? Oui, vous avez bien fait de l'amener. Ce sera plus facile de la retrouver. Alors, nous allons d'abord remplir une fiche de disparition. Vous avez bien fait de l'amener, ça nous facilite beaucoup les choses. Viens ici, mon petit. Et ça, c'est notre scène favorite de toutes. Ah, il faut dire que c'est jouissif, Ah oui, franchement, c'est c'est jouissif. Alors, il y a quand même évidemment l'image qui a impressionné le monde entier, puisque ce film a été vu dans le monde entier, c'est quand même les gens qui vont à la salle à manger, qui s'assoient sur des cuvettes de toilettes et qui vont s'enfermer pour manger. Pour manger. Parce que, alors là, Ce qu'on aimait beaucoup, c'est la fille qui prend son plateau de nourriture, qui s'avance vers les toilettes, et dedans, c'est occupé. C'est occupé. Oh, pardon. Ce qui était formidable aussi, c'est quand même, à une exception près, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à travailler avec Louis Buñuel, vous avez tout fait ensemble jusqu'au bout, quoi. Ah oui, tout, y compris Mon Dernier Soupir, le livre. Et on a fait Mon Dernier Soupir, qui a été un succès Oui, il faut dire aussi que tout le monde attendait un jour quand même les mémoires de Buñuel. Oui, c'est normal. Alors, je reviens à cette manie de vouloir absolument expliquer l'inexplicable de Buñuel. Je crois que ça l'énervait beaucoup qu'on vienne lui demander pourquoi un tel avait fait ça, pourquoi un tel avait fait ça, pourquoi dans Belle de jour, Catherine Deneuve, qu'est-ce qu'il y avait dans la petite boîte qui lui fait tant horreur quand le gros asiatique vient lui montrer. On a dû l'emmerder toute sa vie avec ça, non? Moi, je répondais toujours, il y a le scénario. Parce qu'on nous a posé cette question stupide. Mais vraiment, c'est ne pas vouloir voir ce qu'on vous montre. Mais c'est vouloir toujours... Parce que les films de Buñuel, c'est comme un équilibriste. Hein. D'un côté, on ne filme pas le banal, le normal. Mais de l'autre côté, pas l'extraordinaire non plus. Mais il faut trouver le moment où ça dévie un peu de la voie ordinaire, de ce que nous connaissons, hélas, tous les jours. Vous voyez. Sinon, encore bon, aller voir un film de Buñuel. Maman, j'ai très faim. Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé. Excusez-moi un instant. Pardon.
Je sauve la salle à manger, s'il vous plaît. C'est la dernière porte au fond du couloir à droite, monsieur. Merci beaucoup. Il y a un moment quand même, Jean-Claude Carrière, où le rêve est quand même une vraie réalité. C'est la renommée internationale de Louis Buñuel. Et moi, à chaque fois que je retombe sur la photo de Don Luis avec vous, chez George Cukor... Moi, je connaissais Cukor depuis longtemps. Un homme très charmant. Et il m'appelle un jour et il me dit, il paraît que Louis Buñuel is in town. Yes, yes, he is. J'aimerais beaucoup l'inviter avec quelques amis à déjeuner. Mais je dis avec plaisir. Et on est arrivés, les premiers, comme d'habitude. Et tout à coup, on entend des pas comme ça, glissants. On regarde Hitchcock qui arrive. Merde. Et à la télévision américaine, quelques mois plus tôt, à la question « Quels sont vos metteurs en scène favoris ?», Hitchcock avait répondu « Moi et Buñuel ». Ah oui. Alors, ça a été une rencontre... alors, après sont arrivés John Ford, Billy Wilder, William Wilder, enfin, tout l'état-major de... Rouben Mamoulian, oui. Robert Mulligan, George Stevens. Cette photo faut une fortune maintenant, l'original. Oui. Et maintenant encore, je veux dire, je parle de Buñuel, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Le réveil de Buñuel », comme si j'allais le réveiller dans sa tombe pour lui raconter ce qui se passe depuis sa mort, ouais, et voir ses réactions, qui a été publié chez Odile Jacob, et etc. Ça c'était... c'est des grands souvenirs. Je resterai volontiers une heure de plus encore. Mais moi, je suis à votre disposition. Avec vous, Jean-Claude. Ouais. Avant de vous quitter, tenez, je voudrais juste vous montrer et en faire profiter tous ceux qui sont avec nous. Vous dire que ce coffret, Le Temps des Nababs, vient de sortir. Il y a 8 épisodes de 52 minutes sur les grands producteurs français des années 50 jusqu'aux années 80, jusqu'au moment où la télévision s'est infiltrée dans le système de production du cinéma français. Yamlouchkine, tout ça. Oui. Voilà. Elle s'appelle Florence Strauss, c'est la fille de Jacques-Éric Strauss, le producteur, et elle a fait une série de portraits dans lesquels vous intervenez pour parler des frères Hakim, pour parler de Serge Silberman, le producteur de Buñuel. C'est absolument formidable. Il y a 7 heures de portraits de producteurs, et vraiment, je vous le conseille. C'est un très très beau travail. Je vais me le procurer tout de suite. C'est bien la moindre des choses puisque vous intervenez. Et on pourrait ensemble regarder 2 petites minutes d'un des épisodes qui concerne Jean-Pierre Rassam. Oui, l'incroyable Jean-Pierre Rassam. Un ami très proche. Un petit extrait de ce Temps des Nababs qui va vous donner envie de voir tous les autres. Voilà, on voit Piccoli, Noiret, Rassam, Marco Ferreri, etc. Ça donne très envie. Lorsqu'il fait la grande bouffe, il se contente d'écouter Marco Ferreri lui en parler et il dira à Marco Ferreri « Va au plus loin ». Il disait des auteurs, ce sont des icebergs, il faut les révéler à eux-mêmes. Il lui disait « Fais encore plus, tu ne t'autorises pas cette chose ». Et il se dit « Avec cela, je dois, moi, faire en sorte de créer un événement ». Il y a des jours où vous vous dites que vous avez une vie formidable. Tous les jours. Tous les jours, y compris aujourd'hui, avec vous. Vous êtes trop gentil. Merci mille fois Jean-Claude. Bon, c'est pas un merci, c'est moi qui dois dire merci à la vie. Parce que j'ai eu une vie, pour un petit paysan du midi de la France, vous voyez, une vie exceptionnelle. Je pourrais répondre, ça s'arrose. Oui, ça buvons un verre. Buvons un verre. Merci Jean-Claude. Et même 2. À très bientôt. À très bientôt.